Ce qui est à peu près le travail que fait Michel Onfray, qui est un travail très enseignant, tout à fait passionnant, mais qui n'a rien à voir, je tiens vraiment à le préciser, avec la doctrine de Robert Misrahi, qui a écrit plus de 35 livres pour expliquer, livre après livre, ce que c'est que le travail de la conscience, ce que c'est que le travail de la liberté, et comment ce travail-là mène et se dirige vers le bonheur, par le désir, par l'effet de la réflexivité et de la réflexion. Donc c'est une doctrine complexe, c'est une doctrine complète. Il est évident qu'en une heure, vous n'aurez pas le balayage complet d'une œuvre considérable, mais cet avant-goût peut susciter chez vous le désir d'aller peut-être un petit peu plus loin et de chercher par vous-même. Donc nous n'avons absolument pas la prétention de faire en une heure, ni Robert Misrahi, je crois, le balayage de son œuvre qui comporte plus de 35 livres. Mais en tout cas, nous sommes absolument extrêmement honorés qu'il ait accepté de venir au Point de Lumière à Carpentras nous parler de l'économie et du bonheur. Robert, c'est à vous. Merci. Alors j'espère que le micro va marcher, vous me direz. D'abord, merci à Adèle, non seulement pour ce qu'elle a dit, mais pour le fait de m'avoir invité et d'avoir eu la chance de m'adresser à vous. Donc, merci à vous tous. Merci d'être vous-même. Alors, je me propose de mobiliser, si vous en êtes d'accord, je me propose de bien mobiliser votre attention. Je me propose de parler 3/4 d'heure. Il est possible que nous parlions 3 heures. Si vous êtes d'accord. Je crois que ce lieu est un lieu qui vous appartient, donc on a le temps, on n'est pas bousculé par le temps. Je vous propose de nous installer dans une perspective de travail, si vous êtes d'accord. Mais de travail facile, vous allez voir, c'est... Une nouvelle économie ne peut être que un tremplin vers une éthique plus approfondie, plus complète. Une éthique de la joie et du bonheur. Cette éthique de la joie et du bonheur ne peut pas être comprise dans une économie, fût-elle nouvelle. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Mais l'économie est un bon tremplin. En quoi, comment? Nous allons maintenant passer à autre chose, à une introduction qui est une parenthèse. Dans cette introduction, je voudrais d'abord résumer ma conférence d'hier soir. Je voudrais résumer cette conférence parce que dans cette conférence, j'essayais d'y expliquer ce qu'est pour moi et le bonheur et les voies d'accès. Pour bien comprendre la place de l'économie renouvelée à laquelle nous allons faire allusion plus tard, il faut d'abord que nous soyons au fait avec cette question du bonheur, de façon à ne pas tout mélanger. C'est pas parce que votre boulanger va vous vendre son croissant moitié prix que vous allez avoir une existence satisfaisante. C'est pas vrai. Mais si dans votre existence satisfaisante, votre boulanger vous vend son croissant 10 fois son prix, vous n'aurez plus le goût de vous occuper d'autre chose. Ça aussi, c'est vrai. Bon, laissons maintenant l'économie. On va parler du bonheur. Aujourd'hui, il pleut. C'est quand même incroyable. Moi, je viens vous faire une conférence, un travail, je viens dans le Midi, dans le Sud, il pleut. Il pleut à Carpentras, c'est pas croyable, c'est pas possible. Alors on reste chez soi, mais chez soi, vous savez bien, comme je le disais hier soir, nos appartements sont trop petits, nos jardins sont trop exigus, nos voitures sont trop archaïques et nos ordinateurs sont obsolètes. Donc, rien ne va. Vous avez des enfants, oui, bon. Vous avez des conjoints, oui, bon, d'accord. C'est pas ça. Je plaisante un peu, hein.
Je veux maintenant faire allusion, je veux faire allusion en fait de l'insatisfaction. Nous sommes souvent insatisfaits. N'allons pas croire comme Heidegger que l'insatisfaction recouvre le souci, que le souci est l'essence de l'homme, et que ce souci comme essence de l'homme nous révèle en réalité au fond quelque chose de plus grave et qui est l'angoisse de mort. Non, ça sont des affirmations discutables. Si on se soucie de l'exiguïté ou de l'insuffisance de notre métier, c'est pas parce que nous avons peur de la mort. Et c'est pourquoi? Parce que nous voulons un avenir satisfaisant. De toutes nos interventions, donc de toutes nos insatisfactions, pardon, nous pouvons tirer la conclusion, si nous sommes insatisfaits, c'est que nous nous référons à un état de choses où nous serions satisfaits et nous avons raison. Et ne disons pas tout de suite, c'est un idéal inaccessible. On ne sait pas, on vient de commencer à réfléchir. Donc l'insatisfaction révèle que, en nous, je vais résumer au maximum, un grand désir de joie. Je continue. Pourquoi? Je continue la longue parenthèse. Pourquoi sommes-nous toujours dans un grand désir de joie, dans la plupart des cas insatisfaits? Pas par hasard, mais par notre nature. Notre nature qui va rendre légitime, vous allez voir, notre désir. Nous ne sommes pas dans le désir parce que nous aurions été chassés du paradis. Ou parce que nous aurions connu l'absolu, l'un bien, jadis, avant notre naissance, dans un autre monde. Non, c'est pas pour ça que nous désirons toujours un monde meilleur. C'est tout simplement en raison de notre nature, et notre nature n'est pas déchue, notre nature est réflexivité, désir et liberté. Par nature, nous sommes conscience de nous-mêmes comme je, unité, personnelle, et en plus, par nature, nous sommes désir. Je passe vite, mais je crois que c'est indispensable. Désir, c'est-à-dire non pas, comme nous serions tentés de le croire, en songeant à nos insatisfactions ou en songeant aux textes contemporains des psychologues, des psychothérapeutes, désir, c'est-à-dire non pas comme ils le croient, manque indépassable. Nous serons toujours en manque, nous disent Lacan et Sartre. Lacan, Sartre, Heidegger. Nous serons toujours en manque, on ne peut pas combler ça, c'est notre nature. Cette affirmation pessimiste est une erreur, elle a l'air d'être une vérité, parce que tout le monde pense en même temps à ses expériences d'insatisfaction et se dire, ah ben oui, c'est vrai, c'est comme ça, je suis jamais content. Oui, mais si je suis jamais content, c'est que je sais ce que c'est qu'être content et que je le serai un jour, d'ailleurs, je l'ai déjà été. Il n'est pas vrai que le désir soit le manque insatiable, le mouvement insatiable du vide. La nature du désir, c'est d'être un manque provisoire, dynamique, qui va se compléter et accéder à la satisfaction. C'est-à-dire qu'il faut décrire le désir dans son entier. Le désir est le manque qui mène à la plénitude. Et on n'a pas à faire comme Schopenhauer qui se désole de savoir qu'une fois qu'il est rassasié, qu'après son déjeuner, le soir, il va encore avoir faim pour dîner, il se désole en disant oh, c'est toujours pareil, toujours le désir insatisfait. Mais non, c'est merveilleux, heureusement, si on a faim encore le soir, c'est qu'on est en bonne santé et qu'on est jeune. Si on commence à se satisfaire d'un seul repas, c'est que les choses commencent à se tasser vers la fin. Donc, la recherche du bonheur est légitime. La vocation de l'être humain n'est pas la souffrance, mais la joie. Question, comment se fait-il que tant de monde, et puis l'humanité entière depuis toujours, dans la plupart des cas, est malheureuse, quelque chose ne va pas, quoi? Alors là, il faut agir. Qu'est-ce qu'on fait? De nouvelles institutions. On fait une révolution, il faut de nouvelles institutions.
On fait une révolution et on instaure quoi? La terre. On fait une révolution et on instaure quoi? Le goulag. Donc, le changement d'institution ne suffit pas. Il faut changer les hommes avant de changer les institutions. Si vous avez des voleurs au Conseil du roi et puis que ces mêmes voleurs se remettent au Conseil des soviets, le roi c'est le tsar, si ces mêmes voleurs se remettent au Conseil des soviets, c'est la même chose. Il aura volé quelqu'un d'autre, on aura un autre vocabulaire, mais non, il faut changer les hommes. Comment faire? Il y a un travail intérieur à faire, lequel c'est la conversion. C'est pas commode, c'est pas facile, c'est contre toutes nos habitudes. Oui, mais tant pis, c'est de ça dont il s'agit. Si vous ne voulez pas faire ça, ben vous continuez dans le marasme. Quelle conversion? Pas religieuse, bien sûr, et vous savez bien, enfin, vous savez bien. Moi, je sais bien qu'il n'y a pas de bon Dieu. Donc, il faut qu'on se débrouille tout seul. On se débrouille tout seul, les institutions suffisent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Une conversion, c'est-à-dire un changement d'attitude individuelle. Changement d'attitude individuelle. Quel est ce changement? Un renversement. Je le résume d'une façon ultra rapide, bien sûr, puisque ça n'est qu'un résumé. Ce changement a 3 étapes. D'abord, un changement par rapport à moi. Je dois me retourner sur moi et découvrir que j'ai plus de pouvoir et de liberté que je ne croyais. Ensuite, un retournement sur autrui et découvrir qu'il est beaucoup plus central et qu'il est un sujet et pas un outil. Il est beaucoup plus que ce que je croyais qu'il était, l'autre. Et enfin, un renversement pour l'existence générale. La vie n'est pas faite pour la souffrance, elle est faite pour la joie. Point. Alors, une fois que j'ai fait ces 3 renversements, je peux me livrer à la joie. Je pourrais vivre ce que je vais appeler des actes de joie, de grande joie. C'est la vie des grands actes, de ces grands actes de joie. C'est la vie de ces grandes expériences de joie qui, ensemble, peu à peu, vont constituer mon bonheur. Mon bonheur n'est pas un simple raisonnement sur la réussite de ma vie passée. Mon bonheur est à la fois ce raisonnement et un sentiment actuel d'accomplissement. Je donne simplement 3 voies. La joie de fonder qui est la joie de l'autonomie, la joie de la liberté, la joie d'aimer qui est la joie d'amour, d'aimer l'autre, autrui, non pas comme on nous le présente aujourd'hui, l'amour étant la haine, la mort, l'ambivalence, la destruction, la fragilité, enfin vous savez quoi, l'amour c'est l'enfer, tel qu'on le décrit aujourd'hui. Naturellement il ne s'agit pas de l'amour, il s'agit de l'enfer. Je parle d'un amour tout autre. Et puis enfin, troisièmement, ensemble, avec les gens qu'on aime, eh bien, se réjouir du monde, l'art, la beauté des choses, la beauté des créations, de nos propres créations. Le bonheur peut être là, le bonheur est là. Alors bien entendu, il faut que je sois en bonne santé, ce n'est pas la peine d'insister, nous comprenons bien tous ça. Point. En bonne santé physique, mentale. Point. Laissons les psychiatres de côté. Il ne faut pas, pour faire tout ce travail intellectuel où je vais commencer à réfléchir sur moi, à lire des livres, peut-être à écrire, à parler un peu profondément avec les amis, il ne faut pas que j'ai froid. C'est compréhensible. On ne peut pas faire ça sous la pluie. Un Carpentras en novembre. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, bien sûr, la grande quête du bonheur est une entreprise autonome, mais au passage, il faut que soit résolue la question du confort matériel. Mais bien sûr, mais c'est au passage, et c'est pour plus tard, s'occuper des vraies choses. Que je ne sois pas volé par mon employeur, c'est une bonne chose. C'est indispensable, c'est mieux pour construire ma joie de vivre. Quoique, que mon employeur me vole, qu'il me vole tant qu'il peut, pourvu que je puisse être volé, si moi je fais d'autres choses, bien, c'est ça que je préfère, mais ça c'est mon affaire. En général, on va dire,
il vaut mieux ne pas être exploité dans sa vie matérielle pour pouvoir se consacrer au grand travail de la construction du bonheur. Nous sommes d'accord. On va laisser de côté cette construction du bonheur et on va en venir maintenant à l'économie. J'ai voulu la situer, rétrécir son champ d'application. Mais en voulant rétrécir son champ d'application, je n'ai pas voulu en nier l'importance. L'importance radicale. Alors maintenant, on va parler de l'économie. Et nous pouvons dire maintenant, d'une façon générale, l'économie telle qu'elle existe ne nous satisfait pas. Pourquoi? Que faire? Même plan que tout à l'heure. Mais comme tout à l'heure, on va essayer de revenir aux bases, à l'économie. Maintenant, on ne traite que de l'économie, modestement. Et il faut la préciser, cette économie. Il faut la définir. L'économie, ce n'est pas simplement l'évocation fantasmatique des voitures de luxe ou du Negresco. À Nice, l'économie, c'est pas ça. L'économie, c'est, on va donner une définition générale et simple, la gestion des échanges matériels entre les humains. La gestion des échanges matériels entre les humains. L'humanité est une espèce vivante, fragile et démunie. Un bébé qui naît, vous le laissez dans la nature, oui, il y a les enfants des loups, oui, je connais, bon, mais en réalité, vous le laissez dans la nature, il meurt. L'humanité doit lutter contre la rareté et contre l'adversité matérielle de la nature. C'est la condition de base. Je n'ai pas dit un seul instant que ça va devenir le souci principal de mon existence. Si le souci principal de mon existence est d'assurer ma vie matérielle, eh bien c'est que je suis mal parti. La réflexion sur la vie matérielle est destinée à faire oublier la vie matérielle.